On peut devenir dirigeant d'une grosse entreprise du BTP sans jamais être passé sur un chantier. Si je respecte les gens que j'ai embauchés, je ne suis pas obligé d'en savoir autant qu'eux sur ce qu'ils savent. Quand je reprends la boîte, je ne me dis pas j'en ferai un leader national. Les rythmes d'une entreprise, c'est pas forcément les rythmes du fond. La croissance de la première année, elle est très forte. De 24 millions, on passe à 32 l'année d'après. On est tout le temps en train de se dire comment on peut faire évoluer dans une logique plaisir apprentissage plutôt que peur et obéissance. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Build, le podcast qui est dédié à la croissance. Aujourd'hui, on va parler de croissance organique, on va parler de croissance externe, on va parler de progression du dirigeant, progression des équipes. Dans les commentaires, vous m'avez envoyé le fait que vous vouliez plus d'invités du BTP, donc j'ai décidé aujourd'hui d'inviter Philippe Banquet. Philippe, bonjour. Bonjour. Philippe, c'est le président de la société Acorus, c'est ça ? C'est ça. Aujourd'hui, tu as un groupe qui pèse 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tu as fait une croissance extrêmement rapide. On pourrait même parler d'hypercroissance. En 2010, tu as racheté cette entreprise qui faisait 24 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une centaine de salariés. Aujourd'hui, c'est 300 millions avec plus de 2000 salariés. Et en fait, tu as utilisé tous les leviers de la croissance en faisant en plus des choses qui sont un peu hors normes dans le monde du BTP. Tu travailles sur de l'upcycling, de la rénovation énergétique, de la digitalisation sur la semaine en 4 jours ou la semaine de 4 jours. Tu vas m'expliquer exactement ce que c'est là-dessus. Le BTP, c'est un secteur qui est en crise. C'est un secteur qui a des difficultés aujourd'hui. On manque de main-d'œuvre. Les marges sont difficiles à aller chercher. Elles s'effondrent, etc. On a une mauvaise image. On parle du monde du BTP comme quelque chose pas forcément très positif. Toi, tu te démontes pas, tu continues ta croissance, tu continues à te développer dans un marché qui est en crise. C'est quoi ton idée pour faire en sorte que le BTP ait des nouvelles lettres de noblesse et en fait soit reconnu à juste titre ? Mon idée, elle vient de mon parcours. Avant d'être dans le BTP, je connaissais absolument pas ce secteur. J'avais passé 15 ans dans le service, 7 ans chez Veolia, 7 ans chez Elis, des activités de service à valeur ajoutée. Et quand j'ai repris en 2010 une entreprise de bâtiment, un plombier en fait, je l'ai fait alors que je cherchais à reprendre une boîte de service. Et je l'ai fait, notre première baseline, c'était service en bâtiment. Je l'ai fait en disant, on va faire du bâtiment, mais sous une forme plus service que ce que d'autres font, avec pas mal d'idées en tête derrière de ce que ça veut dire. Le service, c'est d'abord l'obligation d'un management décentralisé, parce que le service, il va être bon si les gens qui sont en train de le faire, et c'est le dernier maillon de la chaîne, ont les moyens de bien le faire. Donc ça oblige à leur donner le pouvoir, à leur donner les moyens d'eux. C'est aussi une relation commerciale très différente, le service, où le client fait partie de la production du service, ce qui n'est pas le cas de la fabrication. Si on fabrique une chaise, je n'ai pas besoin que le client soit là pour fabriquer la chaise. Alors que si je viens rénover un appartement ou réparer une fuite, j'ai besoin de la personne. Elle est là et elle fait partie de la production du service. Donc j'ai une obligation d'une relation différente. Ces deux éléments font probablement qu'on a fait du bâtiment un peu différemment, en intégrant plus le client. On ne fait pas de neuf, on fait vraiment que de la rénovation pour rester dans cette logique de service. On y intègre plus le client et on donne plus de pouvoir à nos collaborateurs. Intégrer le client, donner du pouvoir aux collaborateurs, c'est des outils numériques qui permettent aux gens d'avoir les moyens de faire, d'avoir de l'info plus rapidement. Et donc ça renouvelle un peu ce monde. Après, le test, puisque c'est un test sur les 4 jours, c'est une façon d'aller encore un cran plus loin en disant... Ce métier, on voit rarement des gens qui ne sont pas engagés dans ces métiers. C'est des métiers passionnants parce qu'on voit ce qu'on fait, on a la main. Mais c'est des métiers qui, petit à petit, sont en décalage avec les modes de vie autour de nous, autour des collaborateurs. Donc ils aiment ce métier, mais quand ils comparent, pourquoi moi j'y passe autant de temps alors que je l'aime ? Et le test des 4 jours, c'est ça, c'est de se dire, est-ce qu'il y a une façon, non pas de... comme on me l'a dit plein de fois, dévaloriser la valeur travail, mais plutôt de redonner un goût du travail en lien avec ce qui est devenu la vie aujourd'hui, quoi. Tu fais la semaine de 4 jours ? Plus ou moins. Mais comme tout le monde, d'ailleurs. Okay. En fait, moi, quand j'ai commencé, je m'étais dit, en fait, si je regarde, il y a largement un jour par semaine où je fais autre chose, que ce soit pour aller participer à des podcasts, des conférences, des cours à l'école ou à la fac, à la fédé du bâtiment, etc. Bon, donc ma journée est déjà prise. Si elle pouvait tomber sur un seul jour, pourquoi pas ? Mais voilà, en gros, oui, j'ai un jour bloqué et j'essaye de garder cette idée. Acorus, c'est devenu en fait le leader français de la rénovation avec tes 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais au-delà des chiffres, moi, je me suis interrogé sur le modèle, tu vois, en préparant ce rendez-vous avec toi. J'ai envie de commencer... un peu directement, on peut devenir dirigeant d'une grosse entreprise du BTP sans jamais être passé sur un chantier. Est-ce que tu n'as pas manqué de légitimité au départ ?
quand justement tu as repris cette entreprise qui fait des chantiers, qui a réalisé des travaux. Tu me disais que tu étais dans le monde du service. Le service, c'est quand même quelque chose qui est très différent que de réaliser des travaux. Comment te voient tes salariés par rapport à ça et quelle image ils ont de toi? Si je pose la question à un salarié d'Acorus, qu'est-ce qu'il dirait de Philippe Banquet? Je pense que ce qu'ils disent, c'est que on leur donne les moyens et que la culture que j'ai promue, essayer d'ancrer petit à petit, avec les équipes bien sûr, elle consiste à donner les moyens aux gens à respecter leur métier, leur savoir-faire et à être assez convaincus. C'est plus facile pour moi, vu que j'y connaissais rien, que j'ai pas besoin de savoir mieux qu'eux. Je connais d'autres choses. Eux, ils connaissent leur métier. Il est plombier, il est peintre, il est menuisier, il sait faire de la plomberie, de la peinture ou de la menuiserie. Finalement, par cette idée de départ que si je respecte les gens que j'ai embauchés, je ne suis pas obligé d'en savoir autant qu'eux sur ce qu'ils savent, elle s'est un peu diffusée. C'est-à-dire que même si le chef des plombiers, il connaît bien la plomberie, petit à petit, il va se mettre aussi à raisonner comme ça. Certes, je connais bien la plomberie, mais mon vrai apport, c'est pas ça. Mon vrai apport, c'est qu'est-ce que je peux apporter au plombier qu'il ne sait pas encore. Sachant que maintenant, les chantiers, j'y vais toutes les semaines. D'ailleurs, tu as mis de la nitroglycérine dans le moteur de cette entreprise. C'est-à-dire de passer d'une entreprise qui était déjà une référence dans son domaine à Paris, en Ile-de-France, sur la plomberie. Aujourd'hui, tu en as fait l'acteur numéro 1 de la rénovation en France. J'aimerais qu'on parle de ton parcours, Philippe. Tu viens d'où? T'as grandi où? À quel endroit? Qui sont tes parents? Quel est ton parcours, en fait, avant d'arriver chez Acorus? Est-ce que tu peux me partager ça, s'il te plaît? Ouais, mon parcours, il est assez classique. J'ai grandi en Ile-de-France. J'ai fait une prépa, l'école centrale. Puis, comme je trouvais que c'était un peu trop sclérosant, cette phase de prépa, j'ai augmenté un petit peu la phase études en allant faire Sciences Po juste après Centrale. Et puis après, Et pourquoi toutes ces études avant? C'était quoi ton projet? Rien n'explique. Comme pas mal des gens dans ces filières-là, on prend ce qui est, entre guillemets, le mieux à un moment donné, sans trop se poser de questions. Puis si on a un peu de chance, on arrive dans une de ces écoles. C'est pas un truc qui m'anime énormément, les projets à long terme. Okay. Dans la boîte non plus. Quand je reprends la boîte non plus, je me dis pas, j'en ferai un leader national. Mon truc, c'est plutôt... le projet se construit en avançant et par les décisions quotidiennes, par les rencontres quotidiennes. Voilà. Derrière, j'avais quand même détecté que les grands groupes, et notamment l'ingénierie en production, j'avais fait un stage chez Procter & Gamble au Mexique. Je me suis dit, ça c'est trop petit, quoi. Enfin, depuis le gars qui rentre jusqu'au patron de l'usine, en fait, on a la même problématique, toujours les mêmes sujets, toujours les mêmes lieux. J'avais fait un autre stage général des eaux, où là, j'avais vu des métiers passionnants qui changeaient tous les jours. On est dans le service, le client, il est tous les jours là. Dès après, j'avais des rôles d'intrapreneur. Très vite, j'étais patron de région, patron d'agence, patron de filiale. Après, je suis passé chez Elis, pareil, avec patron de région, filiale, direction générale, etc. Donc, tu as eu une croissance déjà dans ta carrière professionnelle avant d'arriver chez Acorus, avec effectivement des vraies réussites et des vrais postes de direction déjà. Des postes d'entrepreneur, on va dire. Ouais, et puis, à quelques moments, pas mal d'acquisitions, pratiquement depuis mon premier job, des acquisitions ou l'accompagnement d'acquisitions, donc une compréhension de ce que sont les acquisitions dans le cadre d'un grand groupe. Et c'est quoi le moment de bascule, en fait, où tu te dis ça y est, j'ai fait le tour du monde de l'entreprise et de l'intrapreneuriat, je veux devenir un véritable entrepreneur? Est-ce que dans la boîte dans laquelle tu étais à ce moment-là, en fait, il y avait plus de place, ou est-ce que véritablement tu voulais passer à quelque chose de différent? Les deux. Je pense que, comme je le disais, les parcours, c'est des opportunités, des clics, une envie assez profonde d'aller un petit cran plus loin dans les choix managériaux que j'avais l'occasion de tester, mais peut-être sans jamais aller au bout. Et puis une opportunité, j'étais directeur général adjoint d'Elis, on était 3, il y en a un qui prend la présidence, ça bouge un peu, je me dis tiens, c'est sans doute le bon moment pour aller tenter autre chose. Et là, tu te dis, je vais reprendre une boîte. Quel est ton parcours entre le moment où tu te dis je vais reprendre une boîte et le moment où en fait tu signes le closing d'Acorus et où effectivement tu en deviens le propriétaire? Tu peux me parler de ce parcours-là? Ouais, d'autant plus qu'il est très rapide par rapport à ce que beaucoup de repreneurs vivent. Je cherche par moi-même et en utilisant une partie des boîtes de M&A que j'avais connues chez Elis, par exemple. C'est d'ailleurs l'une d'elles qui me fait à un moment donné détecter la cible, qui était en vente par son intermédiaire. Je trouve assez vite, je suis accompagné par quelqu'un sur comment on va structurer l'acquisition. Donc je me suis dit, ouais, il y a peut-être un truc à faire pour aller dans ce métier, dans ce monde, mais avec mes codes, avec mon savoir, mes 15 ans d'expérience dans le service. Voilà un peu comment ça s'est passé. Et tu avais déjà identifié le fonds qui allait t'aider à reprendre? Non, pas du tout. Tu peux m'expliquer comment ça s'est passé, ce rencontre avec ce fonds-là? Pourquoi tu l'as choisi lui?
Et en fait, comment tu le fais rentrer au capital de ta boîte, justement, pour qu'il t'apporte des fonds nécessaires, effectivement, à la reprise. Là, toi, c'était du private equity, donc tu as fait rentrer un fonds qui t'a permis, effectivement, de faire l'acquisition de cette entreprise. Tu peux me parler du choix et comment ça s'est passé, s'il te plaît? À l'époque, il y avait une catégorie de fonds qui n'existe plus, qui étaient les fameux fonds ISF, qui collectaient de l'argent pour faire baisser l'ISF. Et pour ces tailles d'investissement, on avait des fonds ISF ou des fonds bancaires, on va dire, c'était les deux à l'époque. Parmi tous ceux que j'ai rencontrés, puisque après avoir trouvé la cible, après avoir imaginé la façon de le financer, en fait, moi, ma façon de fonctionner a été de dire, voilà le schéma, le fonds, il aura ça, les banques, elles feront ça, la holding, elle apportera ça, le vendeur, il apportera ça. Voilà. Et après, on allait voir les gens, on faisait un peu, voilà ce qu'on vous propose, est-ce que vous prenez une place ou pas? Tu faisais un petit roadshow pour effectivement présenter ton projet. Okay. Voilà. Et parmi les fonds que j'avais rencontrés, celui-ci est celui qui m'avait le plus plu. Moi, j'avais aimé la complémentarité des associés que j'avais rencontrés. Ils sont toujours au capital, donc c'est qu'ils ont continué de me plaire. Ils ne sont plus du tout fonds ISF, c'est un gros fonds de private equity avec pas mal de particularités, notamment ils sont evergreen, ça veut dire qu'il n'y a pas de durée, ils ne sont pas obligés de rendre en 5 ans tout l'argent, et ça... Pour moi, c'est important. Les rythmes d'une entreprise, c'est pas forcément les rythmes du fonds. Donc, on a des pactes longs, et on se donne des clauses de revoyure, mais... C'est-à-dire que tu n'as pas de clause de sortie avec eux, tu n'en avais pas dès le jour 1? Dès le jour 1, ouais. Ah ouais, donc ça, c'est quand même... Ça, c'est important de le rappeler. En fait, normalement, quand on fait rentrer un fonds dans son capital, on a une clause qui nous dit qu'on a un rendez-vous, ça s'appelle la clause de rendez-vous, et qui nous oblige à se revoir à un moment donné, parce qu'eux, ils vont sortir, et ils ont pour vocation, en fait, à faire un TRI, donc en fait, à gagner un peu plus d'argent par rapport à l'argent qu'ils ont mis chez toi, et ça a une date qui est définie. Et ce que tu dis, c'est que le fonds que tu as fait rentrer... Donc on a les clauses de rendez-vous, ouais, okay. Mais on n'a pas d'obligation de sortie dès en effet, le premier coup. Okay. Mais on a quand même, pour X raisons, fait des sorties et des entrées déjà 2 fois. Donc, Juste pour que tout le monde comprenne, aujourd'hui, les métiers d'Acorus, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on se définit comme un ensemblier de la rénovation. C'est-à-dire qu'on maîtrise d'abord toute la chaîne de valeur du bâtiment, de la gestion, l'entretien d'un bâtiment, depuis les études, l'AMO, l'analyse environnementale, énergétique, etc. Les travaux, tous les types de travaux, que ce soit des petits travaux de dépannage, d'entretien, de remise en état, ou les plus gros travaux, comme les grosses réhabilitations, les enveloppes du bâtiment, les fenêtres, les toitures. Donc maintenant, on a toute la chaîne, et notre message, c'est de dire, cette chaîne, elle est complexe, et en maîtrisant et l'amont, et l'aval, et le cœur, dans chacun des morceaux de cette chaîne de valeur, on est un peu meilleur, parce que pour faire des conseils, savoir comment vont se faire les travaux, comment se pilotera le bâtiment, c'est mieux. Pour faire les travaux, c'est mieux de savoir quels conseils ont pu être donnés et échanger avec le bureau d'études, qui est peut-être pas nous, et souvent c'est pas nous, le bureau d'études. Et pour exploiter le bâtiment, c'est bien aussi de savoir comment ça s'est fait avant, l'importance des travaux qui ont été faits. Voilà. Donc ça nous donne une approche un peu nouvelle, un peu unique d'ensemblier, qu'on développe avec des offres un peu spécifiques et qui est assez adapté à notre modèle, un modèle de petites unités qui couvre toute cette chaîne, mais un modèle d'ensemblier aussi bien en copro qu'en tertiaire ou en industrie. Tu arrives chez Acorus et tu m'as parlé tout à l'heure en fait, de ta volonté de pouvoir tester des modèles managériaux différents. Est-ce que ça marche tout de suite quand tu arrives chez Acorus? Est-ce que tu changes ça tout de suite? Comment ça se passe? Est-ce que le dirigeant de l'époque t'accompagne? Est-ce qu'il s'en va? Quel est... Allez, jour 1, où tu mets les pieds chez Acorus, tu fais l'opération, elle est signée, tu as fait rentrer ton fonds d'investissement, les banquiers, etc. Tu as pris un gros crédit sur le dos. Est-ce que jour 1, ça fonctionne? Est-ce que tu mets en place des nouveaux systèmes managériaux? Comment ça se passe? Jour 1, c'est le seul jour où il y a le cédant. Et ensuite, il s'en va. Donc, il est toujours présent, au sens j'ai une question, mais il n'est plus dans l'entreprise. Il y a une première phase de transformation dont je dis qu'elle dure à peu près 3 ans et qui est vraiment axée sur 3 partis pris de départ, les partis pris que j'emmène avec moi de ma vie d'avant. Le premier, on va faire du service et on va donc ne faire que de la rénovation, donc on ne fera pas de neuf. Ça, c'est un premier changement. Ce n'était pas écrit comme ça, il n'y avait pas beaucoup de neuf, mais dans le bâtiment, tous les gens que je rencontrais, quand je leur dis vous faites quoi, du neuf, de la rénovation? On fait les deux, ça dépend. Voilà. Donc nous, on dit non, on va faire que de la rénovation, ce sera le premier parti pris, parce qu'on veut faire du service. Donc la rénovation, c'est le service, le bâtiment neuf, c'est plutôt la fabrication. Donc on va rester réno. Deuxième parti pris, ce monde du bâtiment, il est particulier parce qu'il y a énormément de sous-traitance, notamment quand on regarde les grosses boîtes, les grosses entreprises de bâtiment. C'est des entreprises générales avec énormément de sous-traitance. Dans le monde d'où je venais, dans le service, il n'y a
pas de sous-traitance. Donc je me dis, ça, ce sera un changement. Je le sens pas, peut-être parce que je l'avais jamais fait, de construire petit à petit une qualité de service reconnaissable, quelque chose, avec des sous-traitants. Je sens la qualité de service, c'est quelque chose qui va se construire dans la durée, parce que les gens, ils apprennent, ils progressent, et ils ont envie de reproduire quelque chose dont ils sont fiers. Donc je me dis qu'on va mieux le faire en interne. Donc, on va se mettre à embaucher. Puis le troisième, comme je ne suis pas plombier, je n'ai pas de raison de vouloir devenir le plus gros plombier de France. D'abord, être le plus gros plombier de France, ça ne change pas tellement l'impact et ce qu'on peut apporter aux clients. C'est ça qui guide un peu. D'avoir 50 plombiers, ça peut peut-être aider certains clients qui ont un gros problème de plomberie. Et on est meilleur dans ce cas-là que celui qui a que 2 plombiers. Mais d'en avoir 500... c'est quand même assez rare qu'un client ait besoin de 500 plombiers. Alors qu'un client qui a besoin de plomberie et de menuiserie et d'électricité, ça peut arriver. Et donc, ça sera plus parlant d'avoir plusieurs métiers. Et donc, c'est le troisième parti pris. Si on en a l'opportunité, on ira ajouter d'autres métiers. Et ça, c'est la transformation des 3 premières années. Et en fait, coup de bol, elle se passe super bien. À la fin de la première année et demie, on sait qu'on a réussi cette première phase, quoi. On est capable de rembourser une partie des OC, on est capable de revoir les banques, parce que la croissance de la première année, elle est très forte. De 24 millions, on passe à 32 l'année d'après. Ah ouais, année 1, déjà, tu as une croissance qui est extrêmement forte. Et sur 3 ans, on fait 3 fois le chiffre d'affaires et 3 fois l'effectif. Donc les 3 premières années, cette première phase, avec juste ces partis pris, cette idée qu'on va rester dans le service, cette idée que ce qui va avec, déjà un peu de numérisation, un peu d'attention au bureau d'études et à la façon de répondre aux clients. Le service, c'est pas juste 2 clients, mais c'est de pouvoir répondre à plein de clients. Juste avec ça, et de la chance sans doute, ces 3 premières années qui se passent très bien. Et tu arrives à avoir des marges que tu maintiens? Parce qu'effectivement, donc, ce que je comprends, c'est que tu réponds à plus d'appels d'offres. On pense aux fiches HLM ou bailleurs sociaux ou en fait tous les clients étatiques avec des marges qui sont parfois un peu étroites pour les entreprises du BTP. Comment tu fais en sorte que cette croissance-là, elle soit aussi efficace dans les chiffres et qu'il y ait une croissance aussi de ton EBITDA? Au fait, on ne conserve pas tout à fait les marges. Si on les retraitait de l'investissement humain, on les conserve. Et ça, c'est vrai pendant presque 6 ans. Donc on a des marges qui diminuent, mais qui restent largement au-dessus des marges assez faibles du monde du bâtiment, mais qui augmentent proportionnellement, on va dire, parce que le chiffre d'affaires augmente. Et donc, oui, on a des marges qui sont tout à fait correctes, qui sont en effet légèrement amputées par le fait qu'embaucher 100 ou 200 personnes chaque année, c'est un coût d'investissement qui malheureusement est jamais traité en compta. Voilà, donc on a un coût d'investissement humain fort qu'on apprend à gérer sur ces 3 à 6 premières années. Après ces 3 premières années, c'est le moment où je veux poser un peu ma marque managériale. On regarde un peu autour, on s'inspire du Lean, on s'inspire de l'entreprise libérée, on s'inspire de plein de trucs, et on constate que finalement, on a un sujet, pas que nous, c'est aussi le sujet du monde du bâtiment globalement. Le mode commande-contrôle, vraiment emblématique du monde du bâtiment, du conducteur de travaux, qui est le point de passage obligé, qui doit tout savoir, tout retenir, à qui on a raconté à l'école qu'il devait pouvoir dire au plombier combien de temps il lui fallait pour faire ça, au peintre aussi, au menuisier aussi, et puis qu'il devait venir contrôler s'il l'avait bien fait. Ce mode commande-contrôle, en fait, il est la source d'énormément de gaspillage. Ce conducteur de travaux, aussi bon soit-il, au bout d'un moment, il devient limitant parce que tout passe par lui, il fait des erreurs. Et puis, le principal gaspillage, c'est qu'il n'utilise pas le cerveau de ses techniciens, en fait. Ils n'utilisent que leurs mains. Et donc, c'est un peu bête parce qu'ils ont aussi un cerveau. Et donc, on essaye de changer ça. C'est très progressif. Mais en fait, ça va super vite dès qu'ils ont compris, dès qu'ils ont testé, acheté le truc, découvert que ça marche. Si j'utilise aussi le cerveau de mes techniciens, waouh! Tout d'un coup, j'ai du temps pour faire d'autres choses. Je viens créer les conditions pour qu'une personne qui connaît déjà son métier puisse l'exercer au mieux et qu'elle ait envie de grandir. Et ça, pour le coup, c'est la recette magique des 3 années suivantes. Okay. Dans ces 3 années suivantes, on remultiplie par 3 l'effectif et le chiffre d'affaires et on n'a toujours pas touché aux marges. Et tu rencontres pas de difficultés dans la mise en place du système? Et jusque-là, pendant ces 6 ans, on n'a pas de difficultés. Okay. Même dans le développement de ce projet-là, en disant on va donner le pouvoir aux gens qui font, c'est... Moi, quelque chose qui me parle beaucoup, ça. Je pense que c'est très intéressant. Il n'y a pas un moment où, en fait, tu as des réticences en interne, en fait, avec justement ces chefs d'équipe ou ces chefs de chantier ou ces équipes qui sont sur le terrain, qui disent, en fait, moi, c'est pas mon métier d'apporter, en fait, des solutions à mes conducteurs de travaux. C'est pas mon métier, en fait, d'aller un peu plus loin. Mon métier, c'est de faire des chantiers. T'as pas de réticence comme ça. Ça marche, d'entrée de jeu. Non, on a très peu de réticences. Alors, les réticences, elles s'expriment dans le rythme de recrutement.
ce rythme de recrutement, on constate à cette époque qu'il y a un turnover de rebond, soit à fin de période d'essai, soit 1 an, assez élevé. Qu'on a même besoin de voir 4 personnes pour en garder une, voire, voulant dire, jusqu'à fin de période d'essai. Donc c'est cher, c'est compliqué parce que y a des gens qui disent oula, c'est perturbant cette entreprise où en fait on nous dit pas vraiment ce qu'on doit faire, on est un peu livré à nous-mêmes, on nous donne peut-être trop de responsabilités. Donc oui, il peut y avoir une résistance, mais qui s'exprime plutôt au moment du recrutement. Au global, pas vraiment. Les gens qui étaient là autour de la table le premier jour de la reprise sont pour la plupart toujours là et sont les dirigeants du groupe. Ils ont découvert la puissance de cette méthode. Attention, cette partie du développement était magique. Après, on a découvert qu'il n'y avait pas de magie et qu'on avait aussi des problèmes. Quand on multiplie par 9 en 6 ans l'effectif, il y a besoin de se structurer. Et en 6 ans, on n'a pas vraiment réfléchi à la structuration. Quand on a une culture de ce type-là et que les croissances sont très fortes, elle est difficile à faire passer aux arrivants. Et donc, on a des pertes de transmission de culture qui deviennent un frein. Et on va dire, c'est 2018, donc tu vois, 8 ans après la reprise. Là, on a des problèmes. Là, on arrive au milieu de l'année 2018 où on perd de l'argent. On se dit, merde, on est à 6 mois et pour l'instant, on ne gagne pas d'argent. Qu'est-ce qui se passe ? Et ce qui se passe en vrai, c'est qu'on n'est plus assez structuré. Donc les promesses du modèle, si tant est qu'il y ait un modèle à ce moment-là, qui sont développez-vous, occupez-vous de vos équipes, on s'occupe du reste en centrale pour vous accompagner. On n'a pas fait grossir les services support, donc on ne supporte plus assez les gens. Donc ils sont un peu débordés dans des éléments qui ne sont pas ce qui les passionne. Ça, c'est un des premiers éléments. Et le deuxième, la culture se transmet mal. Et des gens qui arrivent un par un dans une équipe de 10, on a le temps de leur expliquer, voilà, tu nous rejoins, voilà comment on fonctionne, chez nous, tu as le droit d'acheter ce que tu veux, il n'y a pas de contrôle. Évidemment, la règle, c'est que tu achètes pour le client dans l'intérêt de l'entreprise, pas du vol. Le vol, c'est interdit, comme dans toutes les entreprises. Ouais, ok, c'est clair. C'est un peu surprenant, mais c'est clair. Si par contre, tu crées une équipe de 10 du jour au lendemain et qui n'ont pas vraiment l'occasion de se frotter à ceux qui connaissent déjà la culture, ils entendent que le début de la phrase. Ici, on fait ce qu'on veut, on peut acheter ce qu'on veut, et puis si on a un problème et qu'on va chez le médecin, on n'a même pas besoin de prévenir du moment qu'on s'est organisé pour. Et là, évidemment, ça marche plus trop. Si on entend que le début, autonomie, mais pas responsabilité, si on entend liberté, mais dans l'intérêt de on ne sait pas trop qui, ça marche plus. Donc c'est ça qui se passe en 2018. Et là, on constate que pour que ça continue de marcher, soit on fait comme tout le monde, on remet une structure très hiérarchisée, beaucoup de contrôle, parce que quand on grossit, il faut contrôler. Soit on essaye de rester cohérent avec ce qu'on a développé jusque-là, et c'est ce qu'on essaye de faire à ce moment-là, avec 2 grandes idées. La première, poser des règles du jeu qui sont garantes de cette liberté. Si on ne les respecte pas, on ne peut plus être libre, quoi. Donc on pose ça, assez simple, mais ça nous prend quand même la moitié de l'année à le faire. Et puis, on renforce un petit peu les services partagés. Et puis, on commence à renforcer un petit peu la structure de base. On ne l'appelle pas encore mini-entreprise à ce moment-là, mais on dit quand même, allez, vous avez fonctionné en petites équipes de 10. Et ça, c'est la clé, parce que dans une équipe de 10, faire passer la culture, ne pas avoir de niveau de contrôle trop important, c'est pas gênant. En fait, l'année 2018, elle se termine correctement. 2019, on retrouve nos mêmes niveaux de marge. On a l'impression qu'on a trouvé le bon modèle, quoi. Aujourd'hui, juste pour rappeler quand même quelques chiffres d'Acrorus, c'est 180 000 interventions par an, c'est quasiment 2000 collaborateurs aujourd'hui, là, au moment où on se parle, c'est des centaines d'embauches par an de nouveaux collaborateurs, c'est plus de 100 mini-entreprises, justement, on va en parler, ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui fait que tu es devenu leader comme ça en si peu de temps ? L'explication de la croissance, elle est dans ce que j'ai déjà raconté, et elle est cachée derrière un élément qu'on trouve beaucoup dans le Lean, qui est que le cœur, c'est la satisfaction client. Juste pour expliquer, Philippe, le Lean, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu as développé chez toi, c'est le Lean Management. Tu peux nous en dire 2 mots avant de poursuivre ? Le Lean, c'est ce qu'on utilise dans cette deuxième phase. Les 3 premières années, on ne parle pas de Lean. La deuxième, on parle de Lean. Pourquoi ? Parce que je constate, venant de l'extérieur, qu'il y a des absurdités, des gaspillages dingues. C'est un monde, le bâtiment, où on parle toujours de qualité et de délai, mais où on est assez mauvais en qualité et en délai. Et on s'est inspiré du Lean pour ça. Le Lean, c'est 2, 3 grandes idées, enfin beaucoup plus, c'est une philosophie. Si on voulait en retenir quelques-unes,
C'est la recherche du gaspillage. Le gaspillage, c'est je fais quelque chose qui n'apporte pas de valeur à ce que le client attend. Donc c'est plus large que juste j'ai acheté un truc de trop. C'est dès que ce que je fais n'apporte pas une valeur ajoutée, on peut considérer que c'est un gaspillage. Donc je vais chercher à réduire ces gaspillages. Je vais chercher à réduire ce qui frictionne, ce qui frotte. En fait, quand c'est fluide, quand ça frotte pas, quand je reviens pas en arrière, quand je suis toujours en train d'aller de l'avant, ça va plus vite et j'ai moins de défauts. Et là, on est lean, on est fluide. L'autre thème du lean, c'est que pour ça, il faut des équipes capables à chaque moment de s'arrêter et de réfléchir. Mais des équipes qui sont sur le terrain, celles qui sont en train de faire. Il faut qu'on leur apprenne ou qu'on leur permette, selon les cas, de s'arrêter, de réfléchir et de résoudre un problème. Dans le bâtiment, on va leur dire « Non, vas-y, tu finis ta peinture. » Oui, mais ça ne sert à rien, l'électricien n'est pas encore passé. Quand il va passer, il va... Réfléchis pas, fini, on fera ça à la fin. Sous-entendu, à la fin, tu reviendras, tu referas ta peinture. Tout à fait. On les entend, nos techniciens, dire « Mais c'est stupide que je revienne à la fin. » Mais c'est comme ça. Donc, le lean, c'est pas ça, c'est de dire « Non, on va peut-être essayer de faire passer l'électricien maintenant. Tant pis, le plan, il est mal fait, on va le changer. On fait passer l'électricien et puis on fera passer la peinture après. On se trompe peut-être sur la première pièce, mais comme on en a 100 à faire, les suivantes, elles seront plus fluides. » Le lean, il part aussi beaucoup du client, je l'ai dit, valeur ajoutée. Le lean, il dit obsession, satisfaire chaque client. Mais satisfaire complètement, pas le côté globalement, nos clients sont contents. La philosophie du lean, c'est pas globalement. La philosophie du lean, c'est complètement, quelle que soit sa demande, sur mesure, dans l'écoute, dans la co-construction avec lui. Ça, tu l'as mesuré, ton Net Promoter Score, ce qu'on appelle le NPS. T'avais des données là-dessus. Parce que juste pour rappeler quand même, en 2015, tu fais 80 millions d'euros de chiffre d'affaires et en 2024, tu fais 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il y a quand même une croissance en 9 ans qui est colossale par rapport à ça. Est-ce que tu mesures tous ces éléments-là de KPI, entre autres le Net Promoter Score, et comment tu t'assures qu'en fait, il soit suivi dans les équipes? Paradoxalement, c'est celui qu'on mesure le moins. On a différentes mesures. Depuis toujours, on a des petites étoiles à chaque intervention. C'est assez symptomatique, finalement. On ne mesure pas de NPS parce qu'il y a des bonnes raisons. On a des clientèles trop variées. On a parfois du locataire, parfois le gardien, parfois un propriétaire, parfois c'est l'architecte. Bon. Donc il y a des raisons pour lesquelles c'est pas aussi simple que ça. En revanche, dès le premier jour, on a fait passer l'idée à nos techniciens que satisfaire le client c'était important et que on n'en fera rien au fond, mais si vous voulez aller le voir à la fin et lui demander de mettre une petite étoile, faites-le. Et depuis toujours, on a ça. On n'en fait pas grand-chose. Finalement, ça a servi à quoi? À expliquer aux équipes que être capable, après être intervenu, d'aller voir son client et lui dire « Vous êtes content ?» C'était clé. Parce qu'en fait, même s'il n'est pas content, vous allez apprendre quelque chose, progresser, et c'est comme ça que vous allez devenir meilleur. Et techniquement, comment tu fais? C'est-à-dire que je comprends ce que tu dis, d'ailleurs, je souscris plutôt à cette dynamique, effectivement, de redonner le pouvoir à ceux qui font. Mais comment, au quotidien, en fait, tu fais ça? Pour leur transmettre, effectivement, cette logique-là, cette culture? Ils se l'approprient principalement via une phase d'accueil, d'intégration relativement longue, plus longue que ce qu'on pourrait attendre habituellement. C'est combien de temps? Pour un encadrant, c'est 2-3 semaines, où il va pas être dans son équipe, où il va bouger dans l'entreprise, rencontrer différents services qui vont lui raconter chacun avec leurs mots. Il va rencontrer des collègues chefs d'entreprise, si c'est un chef d'entreprise, il va rencontrer des services support, il va rencontrer des techniciens, il va rencontrer des bureaux d'études, etc., etc. Chacun, avec ses mots, va lui raconter la boîte, il va lui picouser la culture, lui donner un peu à comprendre cette culture. À la fin de ces 3 semaines, vous faites un premier point avec lui pour savoir ce qu'il a compris. Comment vous assurez qu'il a bien compris? On a plein de façons. Oui, il y a évidemment les débriefs de cette phase d'intégration avec son responsable ou parfois avec moi quand j'ai l'occasion de les croiser. Mais il y a aussi pas mal de mentoring. Selon les postes. Je voulais juste revenir sur la croissance, Philippe, s'il te plaît. Comment tu es pris pour passer de 2015 de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est déjà en fait, une multiplication de ton chiffre par rapport à 2010, jusqu'à 300 000? C'est quoi les séquences? Comment tu t'y es pris? Est-ce que c'est on va chercher plus de clients et du coup, après, on met en face les moyens de production? Est-ce que ça passe par de la croissance externe? Comment tu as fait pour construire cette croissance aussi forte? Si on était resté un plombier, peut-être que la croissance n'aurait pas été la même. Mais là, parce qu'on démarre la menuiserie, que la croissance se poursuit l'année d'après et qu'au global, on fait quand même 20% de croissance, puisqu'en moyenne, c'est 20% par an. C'est énorme. Parce qu'on a rentré un nouveau métier. Par an dans le monde du BTP. Oui. C'est très, très important. Oui, c'est pas mal. Oui. Donc, c'est des nouveaux métiers.
Ensuite, ça a été des nouvelles géographies. On a ouvert 2-0 à Bordeaux, à Lyon, à Nantes. Et comment tu t'y es pris? Donc, c'est-à-dire, from scratch, t'es pas à Bordeaux, c'est pas de la croissance externe. Ouais. Tu dis, en fait, j'ai besoin d'un nouveau territoire géographique pour déployer mes expertises. Comment tu t'y prends, techniquement? Celle-ci, c'est une opportunité complète. C'est des gens qui m'appellent en disant on est en train de réfléchir à monter une boîte, mais on nous a parlé d'Acorus, et pourquoi on ne le ferait pas au sein d'Acorus et comme ça nous fait rigoler, on dit OK, on va essayer. Donc, ils sont en binôme avec plutôt un qui va plutôt faire des études, donc commencer à répondre à des appels d'offres, et l'autre qui, dès le début, qui est plutôt le patron et qui va plutôt déjà réfléchir à qu'est-ce qu'on fera quand on aura gagné ces appels d'offres. Donc, il voit les fournisseurs, il commence à voir qui recruter, enfin, il réfléchit un peu en avance. Puis, ça démarre comme ça et ça grossit assez vite parce qu'on est sur des métiers où si je gagne l'appel d'offres, ça peut faire assez vite pas mal d'activités. Et puis, je m'inspire de ce qui se fait ailleurs dans le groupe et je réponds à plusieurs métiers. Je vais répondre à la plomberie, puis à la menuiserie, puis à l'électricité. Comment on fait quand on a un groupe comme ça, avec une centaine d'entreprises? Moi, j'en ai 15. Je trouve ça passionnant, mais je sais que c'est difficile, effectivement, de pouvoir faire du cross-selling ensemble, de partager les bonnes pratiques, etc. Je reçois mes dirigeants quand même assez régulièrement par rapport à ça. J'ai une difficulté, c'est qu'effectivement, d'aller chercher les bonnes pratiques chez tout le monde et pouvoir que tout le monde en bénéficie. Comment tu fais ça, toi? Est-ce que ça existe chez toi ou... Un peu provoquant, je le fais pas. Bon, évidemment, c'est pas tout à fait vrai. C'est un compromis. Est-ce que mon obsession, c'est de partager les bonnes pratiques parce que ce que lui fait bien, c'est quand même trop bête que lui le fasse pas bien? C'est ce qu'on se dit tous. Ouais. Quand même, quel gâchis. Ou est-ce que c'est de les accompagner dans leurs difficultés du moment et peut-être que même si lui, il fait pas bien ce que l'autre fait, c'est pas son sujet du moment. Tout à fait. Donc je peux toujours lui dire que ce serait mieux s'il utilisait la même façon de prendre les rendez-vous de dépannage que son collègue de Bordeaux. Si lui, son problème du moment, c'est le recrutement, il s'en fiche en fait de cette bonne pratique. Il a envie d'autre chose. Donc tu mets le poids du corps là où il y a des vrais problèmes. L'idée de base, c'est ça, c'est de dire t'es autonome, c'est ta boutique, et nous, on est là à regarder avec toi c'est quoi les difficultés et comment on aide dans ces difficultés-là. Bon, une fois que j'ai dit ça, qui est la clé, parce que ça vient renforcer cette autonomie, qui n'est pas qu'un sentiment d'autonomie, on cherche vraiment à ce que ce soit profond. À chaque fois que tu viens dire allez, grand programme national, on partage les bonnes pratiques, tout le monde doit être au même niveau, sans forcément t'en rendre compte, tu casses un peu l'autonomie. Je suis autonome ou je suis obligé d'appliquer la dernière idée à la mode qu'ils ont pioché chez le collègue d'à côté? Je grossis un peu le trait. Ouais, je comprends, mais je comprends parfaitement ce que tu dis. Ouais. Ce cut-off là entre autonomie ou partage de bonnes pratiques, homogénéisation, je ne sais pas si on sait le régler, il est toujours difficile à régler. Mais moi, il y a une frontière qui est difficile. Mon rôle à moi, c'est de dire plus l'autonomie que obliger le partage. Après, pour aller faire du partage, on fait autrement. On vient créer des mini-écoles, des masterclass, des clubs de chefs d'entreprise. Ils ont plusieurs façons, selon leur goût, d'aller se confronter aux autres et travailler un thème. On a aussi notre MBA Acorus. Alors là, c'est un peu différent, c'est 10 personnes. Ils vont voir beaucoup de gens à l'extérieur, beaucoup d'intervenants sur les thèmes managériaux, commerciaux, de finance, de gestion. Donc on vient partager quand même des bonnes pratiques, mais pas au travers d'une obsession généralisée en disant « vous avez la possibilité de ». Notre réunion annuelle de chefs d'entreprise, on l'appelle le salon des chefs d'entreprise. On l'appelle pas la réunion annuelle où on vient vous balancer les derniers trucs qu'il faut savoir et absolument appliquer. Ce salon des chefs d'entreprise, il a 3 buts. Vous ouvrir avec des interventions externes, aller travailler dans des ateliers, et vous en avez 7, mais vous pourrez en choisir que 3. Donc il faut choisir les thèmes du moment pour vous, quoi. On fait pas rien en termes d'échange de bonnes pratiques, bien sûr, mais ce cut-off-là, c'est votre autonomie d'abord, il est très important. Tu m'as dit que tu faisais beaucoup de croissance externe, que tu en avais fait beaucoup pour te développer, dans 2 objectifs. On en parlait tout à l'heure, là en off, avant qu'on allume les micros. Et tu m'as dit un truc assez génial. Tu m'as dit, c'est la première fois là qu'on va faire une croissance externe sur laquelle j'ai pas vu le dirigeant. Pas une seule fois. On a signé une LOI, une LOI pour que tout le monde comprenne, c'est une lettre d'intention, sans avoir rencontré le dirigeant. Et quand il nous a renvoyé la LOI, il nous a écrit « En fait, je suis très content de rejoindre l'aventure Acorus, etc. » La croissance externe, c'est un super pouvoir de la croissance. Comment tu t'y es pris et comment tu fais pour maintenir cette forme de culture là-dessus? Est-ce que tu peux reprendre et racheter que des entreprises qui pensent comme toi? Oui, donc notre croissance, elle est principalement organique, toujours aujourd'hui. Et jusqu'à 2019, elle est hyper majoritairement organique. On ne fait que 2 acquisitions très opportunistes avant 2020 même. Une qui marche très bien, une qui ne marche pas. Et en 2020, alors qu'on a l'impression d'avoir fini de poser le modèle d'une plateforme
accueillante. Voilà, on a une culture, on a des outils. On se dit, on va pouvoir peut-être, notamment pour être plus pertinent dans l'éco-rénovation, avec ces métiers de la façade qu'on n'avait pas beaucoup, on va pouvoir compléter par de la croissance externe. Donc ça part de là. 2020, on se dit, allez, on peut essayer. Nos outils, en général, ils correspondent à ce que les gens n'ont pas, donc ça peut les aider. Notre plateforme support, elle peut leur apporter des choses que sinon ils vont chercher à l'extérieur. Et puis, nous, ça nous permettra soit d'ouvrir en province peut-être plus rapidement qu'en partant de zéro, soit d'ouvrir sur de nouveaux métiers, soit sur de nouvelles clientèles. Et depuis, on apprend ce métier-là de croissance externe. Aujourd'hui, c'est à peu près la moitié de notre croissance chaque année. On est probablement en train de progresser sur qu'est-ce qui est adapté à nous. En effet, la culture, c'est clé. On se le dit depuis le début, mais on se trompe quand même. Ouais, tout à fait. Peut-être en détectant pas qu'en fait, c'est pas la bonne culture ou que c'est pas les bons fonctionnements dans la boîte et qu'on n'arrivera pas à les changer. Donc maintenant, on fait plus attention à ça. Et comment ça veut dire quoi, faire plus attention ? C'est-à-dire que tu définis un cadre et en fait, si ça rentre pas dans ce cadre, tu fais pas. On a toujours eu un peu de cadre avec quelques critères d'acquisition et puis des conditions pour y aller ou pas y aller. Ouais. Je pense que le truc le plus intéressant qu'on a changé, c'est qu'on est beaucoup plus nombreux à s'y intéresser avant de faire une LOI, avant d'y aller, quoi. L'autre changement, c'est après l'acquisition. Et les 2 premières, pendant le Covid, on les a un peu improvisées. Depuis, on a une équipe, et notamment une responsable de cette partie intégration qui, en fait, vient faire en sorte de mettre l'ensemble de nos services support à dispo et au service d'une nouvelle intégration. C'est un sujet qui est pas évident. Je t'en parle, moi, c'est mes sujets du moment. Moi, je crois que je suis un deal maker. C'est-à-dire que j'ai envie de faire les opérations, j'ai envie de faire les deals, etc. Je suis très optimiste quand je fais une opération, soit en croissance externe ou même en croissance organique. J'ai envie de faire les opérations, etc. Et aujourd'hui, y a une petite lumière qui s'allume dans ma tête où je me dis, il vaut mieux que je fasse que je fasse pas l'affaire plutôt que je fasse une mauvaise affaire. En tout cas, vraiment sur les clés culturelles, tu vois. Parce que la culture, c'est aussi une culture de la sécurité. Tu sais, moi, j'ai un métier, on intervient en hauteur, avec des cordes, où en fait, notre métier, c'est la gestion de la sécurité en hauteur. C'est une grande partie de notre métier. Toi, tu as des préalables quand tu fais des opérations, par exemple sur la sécurité ou sur le modèle économique. Est-ce que tu as des préalables par rapport à ça ? C'est marrant ce que tu dis. Je suis un peu comme toi. J'ai beaucoup d'optimisme et je pense que dès lors qu'on a commencé à rencontrer une entreprise dont on se dit il irait super bien, c'est exactement ce qui nous manque, soit parce qu'on sera dans telle région, soit parce qu'on sera chez telle clientèle. On est emmené, on est pris, on a envie que ça marche, quoi. Et c'est peut-être pas la meilleure façon de détecter les incompatibilités possibles. Nous, c'est vraiment le mode de management qu'on regarde principalement. J'ai des fois des premières réunions, présentation de l'entreprise, une demi-heure de présentation par le cédant. Puis on arrive à la fin, on lui dit « Mais vous m'avez pas parlé de vos équipes ?» Ah oui, vous savez, on n'aurait pas de technicien, ce serait quand même plus simple. Hein. Bon, ça c'est un peu deal breaker. Ouais, je comprends parfaitement ces sujets-là, ça fait partie des éléments, pour moi, qui sont très importants. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas faire des deals à tout prix. Moi, je regarde aussi en fait, la capacité de se remettre en question de l'entreprise, c'est-à-dire de pouvoir changer ses modèles, son acceptation du changement, comment ça fonctionne, etc. Et la progression des équipes déjà qu'il y a eu, etc. Et en fait, là, récemment, je fais un rendez-vous avec un dirigeant qui aimerait nous rejoindre. Et en fait, pendant tout l'entretien, ça dure 1 heure. Pas une seule fois, il me parle de ses clients. Et pas une seule fois, il m'explique en fait comment il fait les choses. Donc à la fin de l'entretien, je fais comme toi. Alors c'est pas sur les équipes, mais c'est sur les clients. Et je lui dis, mais en fait, vos clients, qui c'est ? Qu'est-ce qui est important pour eux, etc. Et en fait, à ce moment-là, il se rend compte qu'en fait, effectivement, il se pose pas cette question-là. Et je dis souvent ça, c'est en fait le fait d'être client-centrique dans une entreprise, c'est souvent une des clés de la réussite, parce que si on s'intéresse à son client, en fait, c'est lui le patron de nos entreprises. Je voudrais parler de la progression de tes équipes et de ton modèle là de la semaine de 4 jours ou en 4 jours. Philippe, tu as essayé quelque chose qui est un test. J'aime beaucoup cette logique de test and learn dont tu parlais tout à l'heure. Parle-moi de cette semaine, comment ça t'est venu et pourquoi tu as fait ça ? C'est les deux en même temps, mon capitaine. Nous, l'idée que au boulot, on doit se sentir bien et qu'il n'y a pas de raison que le lieu de travail soit le dernier lieu gouverné par peur et obéissance, hein, mais que c'est quand même plus intéressant de se dire que c'est plaisir et apprentissage. Alors, c'est pas Disneyland, mais quand cette idée de la semaine de 4 jours a commencé à émerger,
On s'est dit, tiens, c'est peut-être un truc qu'on pourrait essayer parce que les gens, ils aiment ce métier. C'est très rare qu'on entende « j'aime pas le métier, je voudrais en changer, il est pénible » ou « je suis lassé ». Non, parce qu'il change tout le temps. Voilà. En revanche, il est très prenant. Donc, ils sont engagés, mais parfois trop. Ils sont engagés, mais par comparaison à des gens autour d'eux, ça leur laisse peut-être pas assez de temps dans le reste de la vie. Et le reste de la vie, il a pris un peu de place quand même. Hein. C'est plus le même reste qu'il y a 20 ans, 30 ans. Et donc, une des pistes, notamment pour les techniciens, c'était de se dire, tiens, peut-être, c'est l'occasion pour eux de prendre leur revanche, parce que nos techniciens, ils sont toujours à 39 heures, en gros, 35 heures plus 4 heures sup forfaitaires. Donc, les 35 heures, ils ne connaissent pas, les RTT, ils ne connaissent pas. Ils ne font pas de télétravail, parce que le plombier en télétravail, on a essayé, ça ne marche pas bien. Donc en fait, les évolutions sociales du monde du travail, ils les ont pas eues depuis un moment en fait. Je dis pas qu'ils s'en plaignent forcément, mais forcément ça fait une vie différente par rapport à d'autres professions. Est-ce que plutôt que de continuer à se dire nos jeunes ne veulent plus venir dans ce métier, ce qui est pas complètement vrai, ils aiment ce métier, mais ils veulent plus forcément venir dans un mode de vie fabriqué comme ça. Pourquoi on n'essayerait pas de voir si en rééquilibrant un peu, justement, ils ont envie d'y venir parce qu'ils aiment ce métier et ils aiment cette façon de le faire avec une respiration différente, un équilibre de vie différent. C'est ça le déclencheur. Ok. C'est ça l'idée de départ. Et les 39 heures, ils les font en 4 jours. Donc du coup, on est passé à 35. Donc ils font quand même en fait la semaine en 4 jours. C'est pas une semaine de 4 jours, c'est une semaine en 4 jours. Voilà, ils font 35 heures sur 4 jours. Juste là-dessus, c'est important tu vois, de creuser là-dessus parce qu'on a l'impression déjà que c'est pas possible dans le BTP. On a l'impression que c'est pas no code. Pour être très clair, on a l'impression que ces sujets-là, ça concerne essentiellement les cols blancs, les gens qui sont dans les bureaux. Tu parlais de télétravail. Je comprends ce que tu dis parfaitement sur l'évolution du monde du travail et que nos équipes sur le terrain, en fait, n'ont pas bénéficié de ces évolutions. Je suis assez d'accord avec toi de partager ce constat. Nous, on fait déjà la semaine en 4 jours et demi. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup d'équipes qui sont en déplacement, en grand déplacement, parfois. Mais effectivement, en fait, ils terminent leur semaine et ils la font en 4 jours et demi. Tu as dû te faire défoncer par la critique quand tu as fait ça dans le monde du BTP. Est-ce que tu t'es pris une shitstorm de tous les autres chefs d'entreprise de ton secteur? Comment tu as vécu ça, ce changement-là, etc. Comment tu t'es défendu? Comment tu l'as expliqué à des équipes? Comment tu l'as expliqué au monde autour de toi? La clé, ça a été le test and learn, en fait. On a commencé d'abord, assez discrètement, honnêtement, par une agence. Nantes, ça fait 2 ans qu'ils sont à 4 jours. Et on a commencé comme ça, en allant voir l'agence et en disant, on a une idée un peu folle, est-ce que ça vous tente? On essaye 4 jours, voilà le cadre. Si ça vous tente, c'est à vous de bosser maintenant pour proposer une façon de s'organiser par mini-entreprise qui fonctionne. On a fait tourner ça pendant 1 an. On a dit, bon, pas de résultats négatifs. Allez, on poursuit le test et on part pour 18 mois sur un peu plus de 1000 personnes. L'ensemble d'Acorus, une ou 2 autres filiales, mais pas toutes les filiales acquises plus récemment. Et toujours en continuant de dire, c'est un test. On est dans une phase expérimentale. On ne sait pas si ce sera bien, on ne sait pas si ce sera adapté à tous les métiers, on ne sait pas si dans le temps ça dure. Donc on va tester et on va communiquer, mais pas à outrance. Il suffit de faire un petit post et ça fait beaucoup de bruit, mais pas à outrance pour dire attention, si les résultats à 6 mois sont bons, ça ne veut pas dire que pour autant on poursuivra l'expérimentation parce que peut-être qu'à 12 mois ils ne seront pas bons ou qu'à 18 mois ils ne seront pas bons. Et tu penses que tu arriverais à revenir en arrière maintenant? En vrai, on peut encore revenir en arrière. Évidemment, il y a une partie des gens qui seraient déçus quand on revient en arrière, mais si on devait revenir en arrière, ce serait sur des critères relativement objectifs de non, c'est pas adapté à tel ou tel métier, c'est pas adapté à telle ou telle exigence. On avait quelques obligations dans la diffusion du modèle, c'était de se dire, d'abord on doit pas fermer, donc c'est pas 4 jours et demi ou 4 jours avec le vendredi est fermé. Aucune mini-entreprise ne doit fermer à aucun moment. Elles doivent être ouvertes 5 jours sur 7. On a même envisagé d'ouvrir 6 sur 7 grâce à ça. Que les clients ne s'en rendent pas compte. Je peux pas, j'ai 4 jours, on n'en veut pas. Ne pas augmenter la fatigue, l'accidentologie, des choses comme ça. Et puis que ça pose pas de problème de performance de l'entreprise. Le deal, c'est on va se mettre en 4 jours parce que on va s'obliger à repenser encore une fois, mais comme on le fait un peu tout le temps, en permanence, mais là, on va le faire une fois de plus, on va reposer encore l'ouvrage sur le métier en disant qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, avec moins de gaspillage, de plus rapide. Et si on y arrive, si on pense qu'on a des pistes, des idées, alors on s'offre un jour off.
Voilà, ce jour off qui est évidemment différent pour chacun dans la semaine. Et si ça marche, et si la productivité, l'efficacité de l'entreprise n'est pas touchée, et si les clients ne nous disent pas on ne peut plus vous joindre, et si, alors pourquoi pas, on continuera. Il y a un truc qui est plus un doute, c'est que quand on a fait le questionnaire pour élargir aux 1000 et quelques personnes, on avait 87% des gens qui nous ont dit « ouais, on veut bien tenter l'expérience Okay. », dont 100% à Nantes, qui le faisaient depuis 1 an. Aujourd'hui, on a reposé après 6 mois la question « est-ce que vous voulez qu'on continue ? Est-ce que ça vous plaît ?» En gros, 97%. Alors, encore 3% qui n'ont pas trouvé leur rythme ou qui considèrent que non. Mais la question de « est-ce que ça plaît aux gens ?» n'en est plus une. Moi, dans mon groupe, il y a une logique de progression. Moi, j'ai commencé en tant qu'intérimaire sur les chantiers. Aujourd'hui, je suis devenu le patron et le propriétaire de ce groupe. C'est un vrai modèle de progression chez moi, le fait de pouvoir passer du chantier à des postes à responsabilité. C'est pas un passage obligé. Hein. On peut progresser dans son métier en étant très, très performant dans ce qu'on fait, dans une logique de transmission, de mentoring, etc. Toi, tes dirigeants d'entreprise, ils viennent d'où ? Est-ce que c'est des gens qui sont déjà issus de ton entreprise ? C'est des gens que tu vas chercher à l'extérieur ? Quel est ton modèle de progression chez toi ? Et quelle est la place de l'intérim aujourd'hui chez Acorus ? Que tu me disais que tu ne faisais pas du tout de sous-traitance. Comment tu gères ces volumes de travail qui peut être en dents de scie ? Est-ce que l'intérim, c'est un vrai sujet chez toi ? Est-ce que c'est, comme dans le BTP, parfois, un bon moyen de recrutement que d'avoir déjà des gens en intérim ? Alors non, on n'a quasi pas d'intérim. Avant d'avoir nos équipes de recrutement en interne, qui font partie des services partagés pour le coup, on a 6 recruteurs. Avant, on passait beaucoup par l'intérim. Du jour au lendemain, on a arrêté et on fait de recrutement en direct. Donc très peu d'intérim, mais par contre, on a de la sous-traitance. Hein. Je ne dis pas qu'on n'en a pas du tout. Tu l'as limité. On a à peu près 30% de sous-traitance. Okay. En revanche, on a cette volonté de maîtriser nos savoir-faire. Donc il n'y a pas de sous-traitance si on ne maîtrise pas le métier. Donc le plombier va sous-traiter de la plomberie, le menuisier va sous-traiter de la menuiserie parce que ça lui donne cette flexibilité. Mais si tu dois faire intervenir par exemple une entreprise de cordistes, là-dessus, vu que c'est une compétence experte, peut-être que tu vas le sous-traiter, c'est ça que tu veux dire ? Aussi, bien sûr, mais finalement, c'est rare. Okay. Voilà. En tout cas, c'est ponctuel. Oui, je comprends. Contrairement à une entreprise générale qui, tous les jours, va prendre des plombiers en sous-traitance. Okay. Nous, ce métier de plomberie qui est le nôtre de tous les jours, c'est le plombier qui fera de la sous-traitance de plomberie parce que c'est ce qui lui donne sa flexibilité. Tes recruteurs, tu disais que tu avais 6 recruteurs chez toi. Ouais. C'est quoi les types de contrats ? C'est systématiquement immédiatement un CDI ? C'est un CDD ? Non, c'est du CDI, oui. CDI immédiat. Apprentissage ? CDI beaucoup, apprentissage, ok. Et CDI, quasiment tout le temps. Okay. Ouais. Et l'évolution interne, c'est aussi la clé. Nous, notre DRH ne s'appelle pas DRH. D'ailleurs, pendant longtemps, on disait qu'on n'avait pas de DRH. On a un qui fait office 2, finalement. Il s'appelle directeur du développement humain. Donc, c'était le recruteur en chef au départ. Maintenant, il fait d'autres choses, et notamment comment on évolue dans la boîte et comment on devient chef d'entreprise ou autre chose. Et donc, oui, il y a beaucoup d'évolutions. Nos chefs d'entreprise, pour répondre à ta question, ils peuvent venir de l'extérieur. Ça peut être des ingénieurs, ça peut être des gens qui étaient à leur compte, ou ça peut être des techniciens qui ont évolué et sont devenus chefs d'entreprise. J'ai entendu que tu disais qu'il n'y avait pas de hiérarchie chez Acorus. En tout cas, une hiérarchie qui était basée sur la responsabilité. J'entends ce que tu dis sur le fait que c'est pas un RH, c'est un responsable du développement humain, etc. Si je suis un peu provoque, je te dis que en fait, c'est un emballage un peu marketing. Est-ce que c'est pas une autre façon en fait, d'appeler les chefs et qu'en fait, si on appelle les choses d'une manière différente, on a l'impression que c'est perçu différemment ? Ça pourrait. Je ne crois pas que ce le soit. Alors, il y a toujours du marketing. Quand, pendant longtemps, j'ai dit on n'a pas de DRH, je complétais la phrase en disant pourquoi on n'a pas de DRH ? Parce que ce que j'ai constaté souvent, tu sais, c'est cette phrase que tu vas entendre mon gars là, ça va pas. Hein. Franchement, en ce moment, ça va pas. Je l'ai envoyé à DRH. Hein. Mais pourquoi tu l'as envoyé à DRH ? Pourquoi tu t'en es pas occupé en fait ? Et donc cette idée que dans une entreprise, il y a un endroit, une personne ou un groupe de personnes qui est là pour s'occuper des gens, c'est étranger à ma conception de l'entreprise. Donc il n'y a pas de raison que cette fonction existe. Voilà, cette fonction-là, c'est la fonction du chef d'entreprise, c'est la fonction de l'encadrant, c'est la fonction du manager, c'est la fonction même de la structure, de s'occuper des gens. Les collègues s'occupent des collègues, c'est pas le DRH, quoi. Donc c'est pour ça. Et donc c'est du marketing pour communiquer, faire passer le message, mais dans la réalité, c'est pas du marketing, parce qu'en effet, il n'y a pas un endroit où on peut envoyer des gens pour que quelqu'un se fasse sanctionner ou cet endroit n'existe pas. C'est le manager qui s'occupe de ses équipes
Point. C'est rigolo ce que tu dis parce que pendant très longtemps, j'ai pas eu de DRH. Et en fait, je disais que tout le monde dans l'entreprise devait être un RH. Mais bien sûr. Et effectivement, je l'ai défendu pendant très très longtemps, ce modèle-là. Il a eu des limites parce qu'en fait, on a besoin parfois un peu de structurer en tout cas ce service sur on a besoin d'expertise. On a besoin d'expertise. Entièrement d'accord. Mais l'expertise de juridique, évidemment, d'ailleurs, on peut très bien l'apporter à des chefs d'entreprise qui souvent, c'est une des raisons d'échec dans une entreprise, c'est j'ai fait une erreur juridique en termes de droit social. Ça coûte des fortunes. Voilà. Donc, on a besoin d'expertise juridique, on a besoin d'expertise en recrutement. C'est une vraie expertise, le recrutement. Donc, les expertises, il y en a besoin. Mais l'expertise de « occupe-toi de mon gars, en ce moment, ça va pas », celle-ci, on n'a pas besoin. Est-ce qu'on peut dire que tu es une entreprise libérée ? Non. Je n'ai pas peur de dire j'ai pas peur de dire qu'on s'est inspiré, que ça m'a inspiré, que ça a été des découvertes, de comprendre qu'il y avait des entreprises qui étaient allées au bout et qu'il y a plein d'expériences, qu'on peut aller très loin dans l'absence de chef, que ça marche aussi. Moi, je n'ai pas considéré que c'était vers ça qu'on allait aller. Je pense qu'on a plutôt cherché à donner le pouvoir, mais à garder des chefs qui sont là pour donner le pouvoir et faire grandir et aider les gens à apprendre à résoudre des problèmes. Une entreprise partagée, une entreprise où on est tout le temps en train d'apprendre, ça nous définit mieux qu'une entreprise libérée. Admettons que, en fait, je ne crois pas du tout à cette histoire d'entreprise libérée ou partagée. Si tu devais me convaincre en 3 mots d'un retour tu vois, d'un véritable ROI chiffré sur le fait que ça fonctionne, qu'est-ce que tu me dirais ? C'est quoi les 3 arguments que tu me donnerais ? Le premier, c'est sans doute que toutes les méthodes marchent et la méthode un peu de l'hyper-contrôle, notamment sur des entreprises, on va dire comme les nôtres, pas encore gigantesques, elle peut marcher. Il faut y passer sans doute beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Est-ce qu'on vit bien ? J'en sais rien. Il y a des gens qui vivent comme ça et qui sont très contents. Est-ce que les collaborateurs vivent bien ? Je ne sais pas. Mais le résultat, il peut très bien être là. Et si c'est bien fait, ça peut durer relativement longtemps. L'autre méthode qui donne le pouvoir, si elle transforme vraiment un truc, c'est le plaisir des gens à venir bosser. Et ça, si on considère que c'est un truc intéressant, utile, pour lequel on est là aussi, si on a créé une entreprise, si on la développe, est-ce que c'est aussi pour ça, pour créer un lieu où on passe la moitié de sa vie, mais sans se dire tous les matins « Oh là là, quelle catastrophe, je vais bosser ». Moi, je considère que ça fait aussi partie du job. Et donc, cette méthode, elle améliore ça, il n'y a pas de doute. Voilà. Elle améliore la capacité des gens à se sentir bien dans leur job parce qu'ils peuvent influer dessus, ils ont les moyens d'eux. C'est probablement le premier élément. Le deuxième, c'est la satisfaction client que ça génère, en tout cas dans des métiers de service. Parce que ce client se trouve dans un mode co-construction, dans une collaboration, plutôt que dans un échange un peu de celui qui va gagner, quoi. Et ça change tout dans la relation client. Et puis la troisième raison, c'est que, je reviens au cerveau, si on peut faire confiance dans le cerveau des gens, à tous les niveaux, et pas avoir des gens qui sont là que pour dire quoi faire et rapporter ce qu'ils ont vu, on a une chance, dans le temps en tout cas, d'avoir une structure de coût plus équilibrée. Parce que le technicien, en même temps qu'il fait de la plomberie ou de la peinture, en même temps il utilise son cerveau pour échanger avec son client, peut-être pour lui prévoirer les travaux complémentaires qui vont bien parce qu'il a constaté et sans avoir besoin que ce soit le conducteur de travaux qui s'en rende compte. Là où ça fonctionne très bien, nos structures de coûts sont plus faibles, les marges deviennent relativement élevées, sur des métiers ou des secteurs pour lesquels, normalement, les marges ne sont pas très élevées. Parce que si tu utilises les 100 cerveaux de 100 techniciens, tu as quand même beaucoup plus de jus de cerveau que d'utiliser les 10 des 10 chefs, quoi, uniquement. Donc, et le jus de cerveau, il a des chances de produire de la marge, quoi. Merci Philippe pour ces réponses. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire à tous, si vous avez des questions sur ces sujets-là, n'hésitez pas à les noter en commentaire. On lira les commentaires. Je demanderai effectivement à Philippe ses réponses. Et n'hésitez pas à nous dire ce qui était intéressant dans cet épisode, à nous dire effectivement ce que vous voudriez voir pour la suite et quels sont les invités que vous voulez impérativement que je reçoive pour effectivement échanger sur ces sujets. Philippe, je voulais te parler du BTP, parce que moi, c'est ma passion, en fait, ce secteur-là, depuis toujours. Aujourd'hui, c'est un secteur qu'on regarde un peu de haut. Tu penses que c'est justifié qu'on nous regarde de cette manière-là, ou alors, effectivement, c'est juste parce qu'on est très, très nul en termes de communication? Tu m'as dit beaucoup pendant cette interview qu'en fait, les gens faisaient des choses avec du sens, ils travaillaient avec leurs mains, etc. Il y avait une logique de responsabilité. Moi, je partage complètement ça. Je trouve que c'est un moyen de progresser qui est assez dingue, le BTP. Est-ce que c'est parce que
effectivement, on compte pas assez, ou alors parce qu'on est en nulle communication. Pourquoi, en fait, on a encore cette image-là ? Il y a des raisons de fond qui est que c'est un secteur qui évolue peu. Peut-être parce qu'il utilise des techniques souvent anciennes, éprouvées, etc. Un secteur qui évolue, par exemple, numérique. Si on prend les PME du bâtiment, elles sont très peu numérisées. Ce qui est surprenant, parce que qu'elles fassent des travaux neufs ou de la rénovation, il y a toujours des... ou pour gérer ne serait-ce que de la facturation ou du pointage de temps. Aujourd'hui, numériquement, on peut gagner beaucoup de temps, beaucoup d'efficacité. C'est probablement une des raisons, notamment pour les jeunes, un secteur où je n'ai pas de numérique, où je suis encore très masculin aussi. Bon, est-ce que c'est très attirant ? Voilà. Je pense que c'est en train de changer. On a de plus en plus de PME reprises par des jeunes qui ont envie de le faire différemment. Et en fait, la PME bien gérée, c'est une pépite. C'est un peu le modèle de nos mini-entreprises qu'on essaie de reproduire. Une PME bien gérée, très spécialisée, mais qu'on aide à regarder devant. Elle va se numériser. Elle va penser à la transition environnementale, elle va penser aux enjeux de demain plutôt que juste à ceux du jour. Et dans ce cas, c'est censé être des pépites. Je te sens très optimiste là-dessus, Philippe. Mais malgré tout, tu vois, les prix quand même explosent, les marges fondent. En fait, on vit quand même une crise dans le bâtiment qui est majeure, une crise de vocation. Nos masses salariales, en fait, ont augmenté, le coût de notre masse salariale, ce qui est post-Covid. On a des politiques d'État aujourd'hui qui sont difficiles à préciser, à justifier, etc. Toi qui es très engagé dans la rénovation énergétique, globalement, on ne sait pas comment trop s'y prendre par rapport à tout ça. Je comprends ta logique, si tu veux, très optimiste en disant qu'on va y arriver, mais ces successions de crises, moi j'ai l'impression qu'aussi qu'elles coupent les pattes, tu vois, aux entreprises qui ont envie de s'engager là-dessus par rapport à ça. Et en plus de ça, si je suis un jeune aujourd'hui et qu'en fait j'entends de partout qu'en fait c'est la crise dans le bâtiment, je me dis est-ce que je vais choisir un métier qui a une crise, quoi, dans lequel il y a une crise permanente ? Comment on fait pour les faire venir à nos métiers, ces gens-là ? Comment on fait pour qu'on arrive à dépasser tout ça ? Quelle est ta vision autour de ça ? Ce métier du bâtiment, en tout cas en rénovation, mais pas que, extension, reconfiguration, transformation des usages, qui peuvent intégrer des choses qui sont très proches du neuf. Il n'a pas de raison de changer. La ville, elle va se reconformer, elle va évoluer, la ville, pour résister à 50 degrés. Et donc, ça fera beaucoup de travaux de bâtiment. Donc, le métier, le secteur, il va être poussé. C'est une des industries d'un monde décarboné, contrairement à d'autres. C'est une des industries qui est encore nécessaire, peut-être plus que jamais, dans un monde décarboné. On a besoin de s'adapter et on a besoin de construire en émettant moins de carbone. Donc, oui, on peut être optimiste de ce point de vue. Après, c'est vrai qu'on n'est pas toujours très fort pour avoir une lisibilité, une trace, quelque chose qui permette aux gens de se projeter, aux entrepreneurs d'investir, etc. Bon, ça, je peux pas dire le contraire. Philippe, pour terminer, en fait, j'aime bien dire que tout le monde a un super pouvoir de notre échange. J'ai l'impression qu'en fait, ton super pouvoir, c'est justement donner le pouvoir aux autres avec qui tu travailles. Comment tu définirais ton super pouvoir pour avoir fait tout ça chez Acorus ? Et pour terminer, en fait, comment tu fais pour que tes 100 chefs d'entreprise aujourd'hui en fait, découvrent leur super pouvoir et savent le mettre aussi à profit ? Il y a une phrase de David Marquet. David Marquet, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Turn the ship around ». C'est un ancien commandant de sous-marin américain. Et sa phrase, c'est il y a deux leaderships. Évidemment, il prône pour celui qui l'enseigne. Et il y en a un où vous prenez le pouvoir, vous devenez un leader et vous êtes suivi par vos équipes. C'est d'ailleurs très bien, c'est ce que plein de gens cherchent à faire. Être suivi, je monte la route, c'est déjà mieux que de dire quoi faire. Puis il y en a un autre, et lui, évidemment, il plaide pour celui-ci, c'est vous donnez le pouvoir et vous créez des leaders. Donc c'est un autre leadership. Peut-être c'est ça le super pouvoir, c'est d'avoir donné le pouvoir. Quand je commence les intros au MBA chaque année, là, aux 10 qui vont suivre un certain nombre d'éléments, je leur dis, j'ai l'impression, vous n'êtes pas tous là depuis 15 ans, mais j'ai l'impression qu'avec les équipes qui m'entourent, d'abord, j'ai su leur donner le pouvoir et elles savent donner le pouvoir. Et si vous allez maintenant passer un an à vous ouvrir encore sur d'autres trucs, c'est pour être encore plus capable de donner le pouvoir. Pas d'être capable de le prendre, mais de le donner. Merci Philippe d'être venu dans mon podcast Build. Merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. Encore une fois, en fait, si vous avez apprécié cet échange, n'hésitez pas à liker cette vidéo et puis partagez-la à une personne que vous considérez que ça pourrait intéresser. On a besoin effectivement de vos partages, on a besoin de vos feedbacks pour continuer à s'améliorer. Merci à tous et à bientôt sur Build.